Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. L'Organisation internationale pour la migration a affirmé qu'elle ne joue aucun rôle dans les accords bilatéraux conclus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis concernant la gestion de migrants expulsés. L'organisation a précisé qu'elle intervient uniquement sur base humanitaire et qu'elle peut suspendre son assistance si les conditions de protection ne sont pas garanties. Ketia Rogameka. L'Organisation internationale pour la migration a indiqué lundi 20 avril 2026 avoir été sollicitée par le gouvernement congolais afin de fournir une assistance humanitaire à 15 migrants en provenance des États-Unis selon son porte-parole. L'organisation précise que son appui repose sur des évaluations individuelles et des besoins exprimés par les personnes concernées dans le respect de son mandat et des cadres juridiques applicables. L'OIM détermine ni les personnes transférées ni celles admises ou autorisées à rester sur le territoire. Elle ne joue aucun rôle dans les accords bilatéraux, notamment celui conclu entre la RDC et les États-Unis, a déclaré son porte-parole. L'institution onusienne souligne par ailleurs que tous les retours assistés que l'encadre sont strictement volontaires et reposent sur le consentement libre, préalable et éclairé des immigrants. Il ajoute se réserver le droit de limiter, refuser ou suspendre son implication si les normes minimales de protection ne peuvent être garanties, rappelant que les modalités des accords bilatéraux relèvent exclusivement des autorités étatiques. Selon des sources officielles congolaises, 15 ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis sont arrivés vendredi à Kinshasa, un début de la mise en œuvre d'un mécanisme d'accueil temporaire dans le cadre d'une coopération entre Kinshasa et Washington. Lors de la séance du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo a réaffirmé sa position sur la guerre en Ukraine. Face à l'aggravation du conflit, la République démocratique du Congo a rappelé qu'il n'existait pas de solution militaire à cette crise et a appelé à privilégier la voie diplomatique. La République démocratique du Congo salue la convocation de cette réunion d'urgence consacrée à l'Ukraine. Ma délégation remercie Monsieur le sous-secrétaire général Khaled Riari et Madame la sous-secrétaire générale Joss Msuya pour leurs exposés. Plus de 1500 jours se sont écoulés sans qu'une résolution durable n'ait pu être trouvée à la guerre en Ukraine. À l'instar des autres États membres du Conseil de sécurité, et particulièrement les A3, la République démocratique du Congo demeure profondément préoccupée par la poursuite des hostilités et par l'aggravation constante de leurs conséquences humaines et matérielles. Au-delà de ses conséquences immédiates, ce conflit continue de produire des effets préoccupants bien au-delà de son théâtre. Il alimente des dynamiques transnationales de violence qui affectent également le continent africain. Madame la Présidente, alors que des signaux encourageants avaient pu être observés à la mi-février en faveur d'une reprise des efforts diplomatiques, force est de constater que cette lueur d'espoir s'est au fil des semaines progressivement éteinte au profit d'une intensification des affrontements. Les faits récemment rapportés au Conseil de sécurité sont sans équivoque. Les dynamiques actuelles traduisent un éloignement préoccupant des perspectives de désescalade à travers la multiplication des frappes, notamment à l'aide de missiles et de drones, ainsi que l'augmentation significative du nombre de victimes civiles. Monsieur le Président, face à cette réalité, il est impératif de rappeler que la poursuite des hostilités engage la responsabilité de toutes les parties. Chaque attaque, chaque escalade supplémentaire contribue à alourdir un bilan humain déjà tragique et à ancrer davantage ce conflit dans une logique de destruction qui éloigne chaque jour davantage le retour à une coexistence pacifique entre deux nations pourtant sœurs. Des vies humaines sont fauchées au quotidien, des familles disparaissent, des villes se vident. La peur et la précarité sont devenus aujourd'hui le dénominateur commun de toute une génération pour laquelle chaque jour de guerre supplémentaire éloigne de plus en plus toute perspective de paix durable. Monsieur le Président, le choix de la désescalade et de la résolution de cette crise par le dialogue ne peut plus être différé. En effet, la République démocratique du Congo réitère avec constance sa position. Il n'existe pas de solution militaire à ce conflit. Seule une issue politique et diplomatique, fondée sur le dialogue, la bonne foi et le respect du droit international,
du droit international humanitaire ainsi que des principes de la Charte des Nations Unies permettra de mettre un terme durable à cette crise. Nous appelons à cet effet à un cessez-le-feu effectif et à la stricte observance de tout engagement pris en ce sens. Les violations répétées des initiatives de cessation des hostilités observées récemment ne font que fragiliser davantage les perspectives d'un règlement pacifique du conflit et soulignent l'urgence de restaurer la confiance entre les parties. Monsieur le Président, la protection des civils doit demeurer une priorité absolue. Il est impératif d'épargner les populations civiles ainsi que les infrastructures essentielles, notamment énergétiques, dont la destruction affecte directement les conditions de vie et compromet l'accès aux services de base. Nous rappelons également la nécessité de garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin. Enfin, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo exhorte toutes les parties à plus de retenue et à privilégier la diplomatie qui demeure la meilleure voie permettant d'instaurer une paix juste et crédible au bénéfice des populations affectées. Je vous remercie. Toujours à l'international, le récemment investi président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a alerté sur l'affaiblissement du leadership africain. Il a appelé les États du continent à renforcer leur unité face aux défis communs. Il a souligné l'importance d'une position commune sur la scène internationale. Et on l'a vu lors des luttes de libération. Et les peuples africains se sont mobilisés et ont permis à l'Afrique, disons, de se libérer politiquement, d'acquérir les indépendances des États. D'autres situations ont montré aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle gagne toujours. Vous avez suivi les luttes qui ont été menées contre l'apartheid. Je me souviens de ce sommet des non-alignés à Harare. Et j'étais président en exercice de l'OUA. Et l'Afrique a obtenu le mouvement des non-alignés que soit mis en place un fonds, le fonds des non-alignés de soutien de l'Afrique australe en lutte contre l'apartheid, le fonds Africa. Nous avions lancé cette idée et elle a été soutenue par tout le mouvement des non-alignés. Rajiv Gandhi de l'Inde, Fidel Castro de Cuba, d'autres. Et donc, au moment où nous sentons comme un affaiblissement du panafricanisme, nous croyons que les dirigeants africains commettent là une erreur. Parce que la situation du monde est telle que il faut que l'Afrique regroupe ses forces et fasse valoir ses droits. Et donc, oui, nous continuons de lutter pour le panafricanisme. Et voilà pourquoi nous soutenons les initiatives de l'Union africaine autour de la ZLECAf. Et même là, nous croyons que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ne peut prendre réellement son envol que si l'Afrique se dote d'infrastructures, de transport, chemin de fer, route, aéroport, transport fluvial, maritime, télécommunications, énergie. Et ce sont des combats que nous amenons aussi à l'intérieur de notre propre pays. Et voilà pourquoi le projet que nous avons, l'accélération de la marche vers le développement, nous visons d'abord prioritairement la sous-région d'Afrique centrale. Nous voulons établir des liaisons solides.
Rendons-nous au Burkina Faso. Le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, est arrivé lundi 20 avril 2026 au Burkina Faso pour une visite de travail. Il échange avec le président Ibrahim Traoré sur des questions de coopération. Il s'agit de la première visite d'un responsable de l'Union africaine depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré et la création de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Reportage. Le président du Faso et de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Évariste Ndayishimiye, en visite officielle au Burkina Faso. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre la Confédération des États du Sahel et l'Union africaine, dans un contexte régional marqué par d'importants défis sécuritaires et de développement. Au cours des échanges, les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la stabilité dans la région sahélienne, la coopération institutionnelle et les perspectives de développement économique. Cette visite marque une étape significative dans le renforcement du dialogue entre les deux entités. En marge des discussions, le président Évariste Ndayishimiye a également effectué des visites d'infrastructures socio-économiques, témoignant de l'intérêt porté aux initiatives locales en matière de développement. À travers cette visite, les autorités burkinabées et l'Union africaine affichent leur volonté commune de consolider leur partenariat et d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans l'objectif de répondre efficacement aux enjeux auxquels fait face la région ouest-africaine. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer à temps réel. Et portez-vous bien, on se retrouve d'ici là pour d'autres informations.